Je pense que ce qu'a dit Sarah est une très très bonne introduction, parce que je crois qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse dans le contexte de ce qui se passe dans le monde. L'Iran a mis en place une stratégie de conquête, non seulement territoriale, mais aussi mentale de l'opinion publique, pour défendre ses intérêts. C'est un pays qui a des visions territoriales, de dominance, et qui a beaucoup d'argent. Il y a le pétrole, évidemment, et je crois que c'est intéressant de voir que d'autres régimes autocratiques dans le monde qui partagent cette même force financière du pétrole, je parle de la Russie et du Venezuela, ont copié et copient les façons de faire de l'Iran. Donc je crois que pour nous, démocrates dans le monde, il est très très important de comprendre comment ça fonctionne et d'ouvrir les yeux, que pour être alerte et ne pas tomber dans des manipulations de nos opinions sans que nous soyons véritablement conscients de ce qui nous arrive. Alors, je vais peut-être commencer par vous raconter mon approche à cette organisation, à ce mouvement d'opposition, de résistance iranienne, qui est l'OMPI, ou le MIK. J'ai été invitée par eux à la sortie de ma captivité, 2 ans après ma libération. D'ailleurs, la première fois que j'ai participé à un de ces colloques, c'était ici en France, à Paris, dans la maison de la mutualité. Et il y avait à ce moment-là quelqu'un qui pour moi était très très important, Elie Wiesel, qui avait préfacé un livre qu'avaient écrit mes enfants pour obtenir ma libération. Et donc j'étais très sensible à la présence d'Elie Wiesel. Donc, puisqu'Elie Wiesel était là, je me sentais très très confortable d'être là, moi aussi, et donc de parler, de défendre les droits et les libertés du peuple iranien. À la sortie de cette conférence, alors que j'étais toute nouvelle dans le net, c'est-à-dire que ça faisait très peu de temps que j'avais un compte internet, j'étais en train de m'organiser, de comprendre ce monde que je découvrais. J'avais été kidnappée en 2002, j'ai été libérée en 2008, et avant ma séquestration, l'internet n'existait pratiquement pas. Et donc, quand je sors à ce monde où il y a des téléphones intelligents, où il y a tout ça, je dois me mettre un petit peu à découvrir ce monde, et je faisais mes premiers pas là-dedans. J'ai été très très surprise de voir que 24 heures après la conférence, j'ai été envahie de messages de tous bords, que ce soit qui m'arrivaient dans mes emails, mais qui apparaissaient aussi lorsque je faisais des recherches sur Google, sur n'importe quoi, et tous ciblaient donc cette organisation avec laquelle j'avais été 24 heures auparavant, l'OMPI. Et là, par curiosité, j'étais allée voir et je découvre que il est dit de diverses façons, diverses sources, que c'est une organisation communiste, que c'est une organisation terroriste et que c'est une secte, que c'est un culte à la personnalité d'une personne que j'avais donc moi vue effectivement lors de cette rencontre. Je laisse les choses telles quelles, le temps passe et je suis réinvitée à une autre conférence par la même organisation, et là je me dis, je vais quand même y aller avec les yeux ouverts. Je veux comprendre qui ils sont. Et j'ai pris sur moi de parler avec, je pense, tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'était évidemment pas possible parce que il devait y avoir 30 000 personnes. Mais j'ai quand même réussi à parler d'abord avec les personnes qui étaient dans la foule, les gens qui étaient là, l'audience, savoir d'où ils venaient, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils soutenaient. Ensuite, j'ai parlé effectivement avec les organisateurs,
les femmes et les hommes de cette organisation, les femmes parfois avec leur foulard, d'autres sans le foulard, mais définitivement une organisation. Il était clair qu'il y avait une organisation. J'ai parlé aussi beaucoup avec Myriam Radjavi, la présidente de ce mouvement et la présidente aussi de la résistance, du Conseil national de la résistance iranienne. Et j'ai ouvert cette porte et j'ai commencé à essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Alors, j'avais quand même une expérience personnelle, c'était celle d'avoir vécu 6 ans et demi avec un groupe terroriste, puisque j'avais été kidnappée par les FARC et que je savais parfaitement quelle est la mentalité d'un groupe terroriste, comment ils s'organisent, comment ils agissent et comment ils s'entourent. Et je crois que pour moi, une des choses qui sont une grande indication de qui nous sommes, c'est avec qui nous sommes. Et durant toutes les années où j'ai accompagné cette résistance iranienne, j'ai eu le plaisir de côtoyer des personnes extraordinaires, toutes comme moi, véritablement engagées dans une lutte pour la liberté, pour les droits des femmes et des hommes dans le monde. Et j'ai pu comprendre que, de vive voix et de première main, que en fait, tout le temps, de façon systématique, il y avait une propagande, il y avait une campagne de diffamation contre toutes les personnes, des personnalités qui agissaient de façon constante en appui et en support de l'organisation. Systématiquement, nous étions tous ciblés, soit de critiques, soit avec de la désinformation, soit avec des manipulations de tout genre. Donc, à partir de là, je me dis que ça, c'est quelque chose sur lequel je veux m'investir, je veux comprendre et je veux faire des recherches. Et il se trouve qu'en septembre 2023, donc il n'y a pas très longtemps, il y a eu une information qui est apparue et que l'on pourrait cataloguer de leaks Iran Leaks, pour le mettre dans le jargon d'aujourd'hui. Et ces Iran Leaks, très intéressants, montraient toute une série de courriels, d'emails, de messages, qui avaient été récupérés d'une base de données et qui étaient liés à une des personnes qui travaillait dans le ministère des Affaires stratégiques, étrangères et stratégiques de l'Iran. Un certain Mostafa Zaharani. Eh bien, à partir de ces messages qui ont été publiés et qui sont devenus accessibles à nous tous, j'ai pu suivre le détail de toute une stratégie qui a été mise en œuvre et en place très tôt. C'est-à-dire que depuis les années 2008, juste avec ma libération, l'Iran a commencé à mettre en place des réseaux d'infiltration partout en Occident. Ces réseaux d'infiltration avaient pour but, grosso modo, de mettre en place une narrative pour que l'opinion publique des pays occidentaux puisse être favorable à certaines décisions de politique internationale qui étaient intéressantes et que l'Iran voulait mener à bien. Et donc il y avait d'une part un discours politique qui devait être mis en place, et d'autre part il y avait une stratégie politique qui était celle de diaboliser toute opposition au régime. Il faut quand même le dire, étant donné que le régime iranien, qui est un régime non seulement dictatorial, mais criminel, où les personnes qui pensent différemment sont assassinées, exécutées, il n'y avait plus d'opposition en Iran, sauf
le MPI, le MK. C'était la seule organisation qui restait en place d'opposition au régime, et donc, par la force des choses, elle est devenue la cible principale de toute cette stratégie montée depuis le ministère des Affaires étrangères de l'Iran. Ce dont je suis en train de parler, c'est d'une opération à très haut niveau d'espionnage. Un espionnage qui avait pour raison d'être d'infiltrer tous nos gouvernements, en France, en Allemagne, en Suède, aux États-Unis et en tant que communauté européenne, également toutes les institutions de l'Union européenne. Il s'agit de messages, c'est un grand paquet de documents durant 2 décennies, disons de 2003 à 2021, avec plein de choses dedans. C'est vraiment une boîte de Pandore. On ouvre ça et on trouve toutes sortes de choses. On trouve des copies de passeports, on trouve des invitations à des conférences, des billets d'avion. On trouve tout et n'importe quoi, mais on trouve aussi énormément de messages entre certaines personnes et le gouvernement iranien, et en particulier cette aile stratégique du ministère des Affaires étrangères iranien. Et là, on commence à voir comment ils ont construit, à travers des académiciens, à travers des experts dans la situation iranienne, un réseau de personnes qu'ils vont coopter, qui vont mettre à leur solde, puisque ce sont des personnes qui vont être payées par le régime iranien, sous couvert, parce qu'évidemment ce sont des personnes qui ont leur profession par ailleurs, qui sont des professeurs universitaires, qui sont des experts, qui sont des analystes, évidemment des personnes reconnues par les médias, reconnues par les gouvernements, avec un certain prestige. Eh bien ces personnes vont intégrer quelque chose qui va s'appeler l'initiative d'experts iraniens. Et cette IEI va avoir pour obsession de vendre l'idée d'un accord nucléaire. C'est ce à quoi ils vont s'employer, avec toutes sortes de raisons et de supports, avec une narrative très très fine, de façon très systématique, en touchant toutes les sources d'influence en Occident, que ce soit les universités, que ce soit les médias, que ce soit au niveau du net, que ce soit les porte-paroles dans les gouvernements, dans les ministères, du plus petit jusqu'au plus haut placé dans la hiérarchie de la prise de décision sur les thèmes qui impliquaient des décisions touchant à l'Iran. Et là, ce qu'il faut constater dans ces courriels, puisque c'est aussi une évidence, c'est que c'est un grand succès. Cette stratégie est un grand succès, puisque en juillet 2015, ils réussissent à faire signer cet accord, l'accord du nucléaire, qui a été appelé à ce moment-là le plan d'action global commun. Ces images de personnes se serrant la main, s'applaudissant, se félicitant les uns l'autre pour ce grand accord qui avait été réussi malgré les difficultés pour que l'Iran accède à un accord. C'est-à-dire qu'on nous a vendu l'idée que nous étions demandeurs de l'accord et que l'Iran ne voulait pas cet accord. Et que l'Iran ne voulait pas cet accord parce qu'il n'en avait pas besoin. Et que, en fait, lorsque nous avions réussi à signer un accord sur le nucléaire, nous avions gagné. Nous avions gagné parce que nous avions réussi à, d'une certaine façon, mettre l'Iran en ceinture. Ce que nous ne savions pas, c'est que
cet accord faisait partie de la stratégie de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de ne plus avoir de sanctions économiques, d'avoir des rapports systématiques avec les pays occidentaux. Et nous allons voir, à travers ces courriels, comment certaines personnes, et on va parler d'elles, deviennent non seulement des acteurs de cet accord, mais aussi deviennent des personnes de plus en plus influentes qui arrivent à avoir finalement, à travers le temps, un grand pouvoir parce qu'elles vont être nommées dans les gouvernements. Dans les gouvernements occidentaux, elles vont prendre des décisions. Et nos gouvernements ne vont pas savoir que ces personnes qui ont été nommées, parce qu'elles ont évidemment la nationalité occidentale, en fait, ont un double agenda. Ce sont des espions et ils sont à la solde de l'Iran. La première est d'ailleurs un des cas les plus intéressants, c'est celui d'Ariane Tabatabai. Ariane Tabatabai, elle est devenue le chef d'état-major du secrétaire adjoint de la Défense aux États-Unis. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'elle travaille au Pentagone. Et elle prend des décisions au Pentagone sur l'Iran. Et elle est payée par les Iraniens. Alors, quand on voit ça, on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible parce que s'il y a quelque chose que les Américains font, c'est de se mettre plein de garde-fous et plein de filtres pour éviter d'être infiltrés. Et qu'il y a aux États-Unis ce qu'on appelle le security clearance, qui est une analyse très pointilleuse pour éviter, évidemment, d'être infiltré par des gouvernements étrangers. Sauf que Ariane Tabatabai, elle a fait très très fort. Parce qu'elle a fait une carrière qui lui a permis de, si vous voulez, effacer ses traces. Elle a commencé par la voie diplomatique et elle a travaillé avec un homme qui s'appelle, je dis appelait parce qu'il n'est, bon, je vous raconterai, Robert Mallet. Robert Mallet va parler très bien le français puisqu'il va grandir en France, il va arriver en France en petit garçon et ils vont arriver en 69, mais Robert Mallet, donc, revient aux États-Unis. Il va étudier dans des universités très très prestigieuses. Il va être à Yale. Il va faire un master à Oxford, que je connais bien, au Magdalen College. Et il va faire son doctorat à Harvard. Et bien, dans tout ce parcours, il va connaître les personnes qui vont lui ouvrir les portes de sa carrière. Il va être avec Blinken, ici en France, à l'école. Il va être à Harvard avec Obama, coup de bol quand même. Et il va donc pouvoir faire ce parcours que je trouve assez extraordinaire jusqu'au moment où, bon alors, il est donc membre il est nommé conseiller du président Biden en 2021. Donc il devient vraiment quelqu'un de très proche, non seulement du président Biden, mais de tout ce qui a à voir avec l'Iran. C'est le grand négociateur de l'accord nucléaire. Et il va avoir cette aura de négociateur de l'accord nucléaire, conseiller du président Biden, et il va avoir un pouvoir extraordinaire de possibilité d'influencer toutes les décisions des États-Unis en rapport avec l'Iran. Jusqu'en 2023, c'est-à-dire l'année dernière, où il est limogé. Il est limogé et il n'y a aucune information sur les raisons de cette décision. La seule chose que la presse réussit à filtrer, c'est qu'il aurait eu un traitement
de documents sensibles, indélicats. Bon. À partir de là, je crois que nous, on peut mettre ce puzzle en place et comprendre que Robert Malley, qui était donc cette personne de confiance du président Biden et du président Obama, puisqu'ils ont fait toutes ces négociations ensemble, il était aussi et déjà à la solde des Iraniens. Avec qui? Avec Ariane Tabatabai, qui, elle, ayant passé de cette carrière diplomatique au Pentagone, elle continue au Pentagone. Ce qui est extraordinaire, c'est que, enfin pour nous qui regardons ça de loin, c'est de voir comment l'infiltration de ces gouvernements par ces agents qui sont très systématiques, très intelligents, très fins, réussissent à passer et à se maintenir malgré le fait qu'ils sont découverts. Et ils réussissent à rester dans le système. Alors, ce qui s'est passé aux États-Unis, on le retrouve en Allemagne, avec d'autres personnages. Un autre, c'est pas le même, c'est pas Ariane Tabatabai, mais c'est un autre qui s'appelle Adnan Tabatabai, qui lui va faire la même chose qu'Ariane, mais en Allemagne. Et là, il va être reçu partout. Il va travailler avec la fondation Konrad Adenauer, avec la fondation Friedrich Ebert, avec les Italiens également, avec l'Institut Affari Internazionali d'Italie. Et il va faire partie de ce groupe d'experts, cette initiative d'experts iraniens, et toujours dans cette mouvance de vendre l'idée d'un accord nucléaire avec l'Iran. En Europe, dans la communauté européenne, dans le Parlement européen, un autre nom revient, celui de Rouzbeh Parsi, et lui également expert reconnu, poisson dans l'eau, dans la mouvance de Bruxelles, qui va être là, va parler avec tout le monde et va réussir, lui aussi, à toujours avoir le mot qui fait que les gens vont se dire oui, effectivement, il vaut mieux avoir une position de conciliation, de négociation avec l'Iran. Et ainsi de suite. Aux États-Unis, alors il y a évidemment cette dame, Tabatabai, Ariane Tabatabai, mais il y en a d'autres. Titra Parsi, qui s'invente un lobby qui est découvert en tant que lobbyiste. Il devrait, évidemment, vous savez qu'aux États-Unis, on doit se montrer, se dire, se déclarer lobbyiste pour pouvoir faire un lobby. Il ne l'a pas fait. Donc il est mis en question, et pourtant, mis en question, il est tout de même repêché par Obama, qui va lui ouvrir les portes et va décider d'utiliser cet homme pour contacter le régime iranien. Donc, vous voyez, ce sont des personnes qui, même lorsqu'elles sont découvertes, elles sont utilisées pour servir si vous voulez, de contact ou de relation avec le régime iranien. Alors, je pense qu'il est très intéressant de voir la narrative qu'ils ont vendue. Parce que vous allez retrouver des tas de choses que nous avons tous lues dans la presse, qui nous ont un petit peu étonnés, mais qui, d'une certaine façon, ont fait leur chemin. Alors, un des arguments, c'est celui de dire que l'Iran est très puissant et qu'il ne peut pas être contenu, et que donc il vaut mieux gérer et être avec l'Iran qu'être contre l'Iran. À partir de là, ils disent Téhéran n'a pas besoin de l'accord nucléaire, mais nous, on en a besoin en tant qu'Occidentaux. Et une des choses qui, pour moi, a été révélatrice, c'est la façon dont ils présentent toute cette dialectique en disant, vous voyez,
Le problème, c'est que en Iran, il y a deux groupes. Il y a les faucons et il y a les colombes. Et les faucons, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord sur le nucléaire. C'est pour cela qu'il faut un accord avec le nucléaire, pour donner un espace, donner de la force, donner du support à cette faction à l'intérieur du régime, qui est une faction modérée. Et à partir de là, ce qu'il faut, c'est ne pas céder aux pressions de ceux qui appellent à ce que l'Iran soit tenu en échec, parce que tenir en échec l'Iran, c'est faire le jeu de ceux qui en Iran sont en faveur d'une confrontation avec l'Occident, et que ce qu'il faut, c'est d'essayer de donner un peu d'oxygène aux réformateurs. Donc, si vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que tout d'un coup, la pression, ce n'est pas la pression de ceux qui veulent qu'on défende les droits de l'homme, que l'on défende la liberté, que l'on soutienne les Iraniens dans leur quête de démocratie. La pression devient celle des Iraniens qui sont les faucons du gouvernement, et c'est cette pression à laquelle il ne faut pas se soumettre. Et tout d'un coup, les cartes se mélangent, et si l'on parle de confronter l'Iran, immédiatement on devient un faucon. Et si on parle de droits de l'homme, immédiatement on devient un faucon. Et que dans cette espèce de vente de pacifisme, on nous présente l'idée de composer avec l'Iran, d'avoir une politique d'apaisement comme la solution pour l'Occident. Solution parce que vous pourrez faire des affaires, parce que vous n'aurez pas à confronter un Iran qui est tellement fort, parce que vous pourrez influer sur le régime iranien. Alors que ce qui se passe depuis le départ, c'est que c'est le régime iranien qui, infiltrant à travers ses experts et ses analystes sous couvert, nous vend une narrative, et elle l'a vendue partout dans la presse occidentale, que, en fait, le meilleur moyen de s'opposer à l'Iran, c'est de ne pas s'opposer à l'Iran. Le meilleur moyen de contrer l'Iran, c'est de le laisser faire. Le meilleur moyen de défendre nos intérêts, c'est de défendre les intérêts du régime iranien. Et là, je pense que c'est une des révélations très très importantes de ces leaks d'Iran, de ces courriels, qui nous montrent comment ces personnes sont à la solde du régime iranien et comment elles ont une stratégie qu'elles mettent en œuvre systématiquement. Alors, je voulais vous lire deux apartés que j'ai trouvés dans ces courriels, qui me semblent très, si vous voulez, qui illustrent parfaitement ce dont nous parlons. Je vais vous parler d'un courriel qui a été adressé à Javad Zarif en 2014 par Ali Vaez, qui est le directeur d'un groupe qui s'appelle l'International Crisis Group et qui va être conseiller auprès du président Biden. Eh bien, Vaez, il écrit en farsi, il va écrire en tant qu'Iranien. Alors, il travaille pour les États-Unis. Il est dans le gouvernement des États-Unis et il travaille pour le président Biden. Et il écrit ceci. En tant qu'Iranien, sur la base de mon devoir national et patriotique, je n'ai pas hésité à vous aider de quelque manière que ce soit, de proposer à votre Excellence une campagne publique contre la notion d'évasion nucléaire
et d'aider votre équipe à préparer des rapports sur les besoins pratiques de l'Iran. Dans le même genre de courriel, parce que je voudrais que vous sentiez un petit peu, je pense que ce qu'on sent là, c'est d'une part le fait qu'ils sont complètement à la solde. Je veux dire, votre Excellence, il ramène un petit peu ce qu'il a fait, prenez compte de tout ce que j'ai fait pour vous. Il rend des comptes. Et Ariane Tabatabai, elle va faire la même chose, mais elle, c'est assez intéressant. Elle raconte, elle écrit, qu'elle a connu le prince saoudien, Turki Al-Faisal, et que le prince l'a invitée en Arabie Saoudite. Et que aussi elle a reçu une invitation pour aller à Israël. Et qu'elle demande ce qu'ils en pensent. Si elle doit aller en Arabie Saoudite, elle pense que ça peut être intéressant parce qu'elle pourra dire des choses. Et au départ, elle ne voulait pas trop aller en Israël, mais elle se dit que peut-être que ça peut être intéressant parce que finalement, il y aura une voix différente à celle d'une personne qui ira à cette conférence et qui n'a pas les mêmes vues que elle, c'est-à-dire que le régime iranien. Et la réponse de Zahrani, qui est immédiate, est celle-ci. Tout bien considéré, il semble que l'Arabie Saoudite soit un bon cas, mais il vaut mieux éviter le second, Israël. Merci. Voilà. Quand j'ai lu, il y a beaucoup de choses à lire, c'est très très intéressant, mais quand on voit cela, on doit se demander, bon, où est-ce qu'ils sont, ces gens-là? Parce que si on a réussi à en trouver aux États-Unis, en Allemagne, dans le Parlement européen, en Suède, et en France, où ils sont? Où est-ce qu'ils sont en France? Et là, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines. J'étais invitée à un dîner par la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Brown-Pivet, et il y avait beaucoup de monde. C'était à l'occasion d'une invitation qu'elle faisait à toutes les présidentes de parlement du monde entier, femmes. Très intéressant. Donc là, on discute un petit peu avec tout le monde, cocktail, discours, etc. Et à un moment donné, bon, les gens s'approchent, disent bonjour, repartent comme dans les cocktails normaux. Et je vois une dame qui s'approche, très gentille, très très gentille, et qui me dit « Ah, j'admire beaucoup ce que vous faites, je vous suis depuis très très longtemps. » Je dis « Ah, merci. Et j'ai vu que vous souteniez la résistance iranienne. » Je dis « Oui, oui, oui. » « Ah, vous avez tort. Ah, vous avez tort. » « Ah bon? Oui, oui, vous avez tort, parce que vous savez que ce sont des terroristes. » Je dis « Non, ce ne sont pas des terroristes. » Absolument pas. Si, 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 si. Ce sont des terroristes. Je dis « Non. Vous savez, les seuls qui disent que ce sont des terroristes, c'est le régime iranien. C'est un groupe qui a été, à l'instar du régime, comme monnaie d'échange pour négocier avec l'Iran, ils ont demandé à tous les gouvernements d'inscrire dans la liste terroriste le MIK. Et donc le MIK, oui, il a été inscrit dans la liste terroriste de l'Union européenne, de l'Angleterre, du Royaume-Uni, des États-Unis. Et dans tous les cas, la justice de chacun, de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des États-Unis, la justice, non pas les gouvernements, la justice, en examinant les dossiers, a exigé des gouvernements que l'OMPI soit retiré de la liste terroriste. Donc j'explique à cette dame, je dis, mais vous vous trompez. Et je lui raconte un petit peu l'histoire, puisque je la connais, puisque nous avons été là et nous avons souffert de tout cela. Elle me dit, si, mais vous ne savez pas, c'est un culte. C'est un culte, c'est une femme qui gère ça, et c'est une organisation qui est un culte. Et je lui dis, non, ce n'est pas un culte. Ce sont des personnes qui se sont organisées, qui ont beaucoup souffert, parce qu'elles ont payé le gros prix de s'opposer au régime iranien. Mais expliquez-moi qui vous êtes. Parce qu'à partir de là, je me dis, je veux quand même savoir qui est cette dame qui est si intéressante.
Elle me dit, moi, je suis une ingénieure nucléaire. Ah, ok. Très bien. Oui, oui, j'ai travaillé avec le CEA. Ah oui, d'accord, oui, ça c'est important. Quand c'est de grandes... c'est crédible. Et elle me dit, mais je ne comprends pas pourquoi, si vous êtes avec l'OMPI, il faut absolument que l'OMPI soit, à la chute du régime, ceux qui prennent le pouvoir. Je dis, pas du tout. Personne n'a dit ça. Il s'agit de faire la transition vers une démocratie. Et le peuple iranien choisira. Ah oui, mais parce qu'il peut choisir les royalistes. Je dis, oui, il peut choisir les royalistes, il peut choisir d'autres choses. Enfin, de toute façon, entendons-nous bien. Quand on dit les royalistes, on est en train de dire que le peuple iranien passerait d'une dictature comme celle des mollahs, théocratique, à une autre dictature, parce que c'était quand même une dictature. Le Shah était une dictature séculaire, certes, mais c'était quand même une dictature. Et elle me dit, oui, mais vous savez, l'OMPI, c'est un mouvement guerrériste, et d'ailleurs, il est détesté en Iran, parce que ils ont participé à des exactions contre les Iraniens. Je dis, mais ce que vous dites là n'est pas vrai. C'est faux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est votre position. Vous êtes quoi, tout au juste? Vous êtes iranienne? Je dis, oui, oui, je suis iranienne. Vous voulez la chute du régime? Je dis, oui, je veux la chute du régime. Je dis, bon, alors, si vous voulez la chute du régime, il faudrait, au lieu d'attaquer l'opposition au régime, attaquer le régime. Mais pourquoi vous concentrer sur des attaques contre la seule organisation réelle qui existe en ce moment et qui fait face au régime? Et là, elle me dit quelque chose qui m'a sidérée. Elle m'a dit, mais je me suis fait attaquer moi par eux. Je dis, ah bon, vous êtes fait attaquer? Si, et j'ai les photos. Je dis, ah bon, montrez-moi. Et elle me dit, parce qu'il y a eu une réunion à la mutualité. Je dis, oui, j'étais là. J'étais là. Et ils nous ont attaqués. Je dis, nous, qui? Moi et mes compagnons. Et c'était qui vos compagnons? Non, c'était un groupe de personnes. Nous étions là parce que nous voulions expliquer aux gens qui entraient que l'OMPI est une horreur et qu'on a le droit de penser ce qu'on veut et qu'on voulait qu'ils le sachent. Et là, ils nous ont tabassés. Et là, je lui ai dit, non, non. Moi, j'étais là. Personne n'a tabassé, personne. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Je les connais depuis très très longtemps. C'est quelque chose qui n'a... C'est pas le style. Alors par contre, ceux qui tabassent, oui, c'est les autres. Les autres, ils ont des prisons où on tabasse, où on torture, où ils prennent en otage des ressortissants européens pour les échanger contre des terroristes, eux, qui sont des terroristes, inculpés, condamnés dans nos pays, et qu'ils réussissent à libérer grâce à ce chantage. Donc je pense que vous vous trompez de camp, et je pense que vous devriez réviser votre stratégie. Je suis sortie de là un petit peu inquiète en me disant, oula, qui est cette dame? Et là, en faisant ma recherche, j'ai trouvé des choses intéressantes. Cette dame est effectivement quelqu'un qui a travaillé avec le CEA. C'est une personne qui a complètement effacé tout ce qu'il y avait sur elle sur le net depuis 3 ans. Vous savez que nous avons en Europe, il y a une loi le droit à l'oubli, qui permet que, bon, moi je crois au droit à l'oubli. Je crois qu'on peut changer. Et je crois que, en plus, je suis catholique et ça fait partie de ce que l'on pense, que les gens se rachètent et que on peut véritablement faire un processus et on peut changer. Mais là, ce qui est très étonnant, c'est que cette dame, qui ne s'est jamais intéressée véritablement aux questions, si vous voulez, de la souffrance du peuple iranien, tout d'un coup devient cette personne qui apparemment est royaliste, mais qui en plus fait partie d'une autre association qui vient de se créer,
femme azadi. Et là, je tombe des nues. Parce que je me dis, mais quel est le rapport? Cette personne n'a jamais milité sur rien. Bon, je veux bien croire qu'avec ce qui s'est passé en Iran, on veuille effectivement se réveiller et prendre la défense des femmes iraniennes. Ça, je le comprends. Mais quand je vois la façon dont elle agit, je me dis, mais elle ne défend pas les femmes iraniennes. Elle défend une politique de division à l'opposition iranienne. Et là, je me retrouve avec les courriels que j'avais analysés et dont je vous parlais, dans lesquels un des points forts, c'était de diviser l'opposition, et c'était de donner de l'espace à une opposition royaliste pratiquement inexistante, pour pouvoir dire qu'il y avait en Iran diverses options et que le OMPI n'est pas l'option crédible. Et avec cette stratégie, qui est une stratégie systématique, qu'ils ont mise en œuvre depuis plus de 20 ans, ils ont réussi à ce que systématiquement les gouvernements occidentaux mettent à l'écart la seule option organisée, politique, de défense des droits de l'homme, en plus, qui a pour chef et pour leader une femme, dans un pays ouvertement misogyne, comme est le régime des Mollahs, en démontrant que le pouvoir des femmes, c'est le pouvoir politique, et donc ce groupe, Femmes Azadi, qui devrait s'intéresser quand même à la seule organisation d'opposition où les femmes ont véritablement un rôle important, eh bien non, elles ont pour fonction première attaquer l'OMPI. Fonction seconde, et ça m'a aussi intéressé. Quand on va sur le site de la fondation de Femmes Azadi, je vous invite à le faire, vous allez voir une en-tête, et ensuite, vente de produits. On vous vend des casquettes et on vous vend des cabas. Eh bien, moi, je me dis qu'il faudrait quand même que nous ouvrions les yeux face à toutes ces stratégies qui sont mises en œuvre pour freiner la seule option qui fait peur au régime iranien, qui est celle avec laquelle nous sommes aujourd'hui. Seule option qui mérite qu'il dépense des fortunes pour essayer de diaboliser les personnes qui intègrent ce mouvement. Et donc, comme je disais au départ, quand on veut savoir qui sont les personnes avec lesquelles on parle, on regarde avec qui elles sont. Eh bien moi, dans toutes ces années, j'ai la grande satisfaction d'avoir été aux côtés des personnes que je respecte les plus au niveau mondial. Pas seulement au niveau français, au niveau mondial. Et je sais que nous sommes tous ici conscients d'être en très très bonne compagnie. Merci. Bravo.